Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. J'ai pas été long à comprendre que le district attorney voulait que cette Madame Clavenger fasse partie du jury. N'a qu'à le regarder. Il fait semblant d'écouter mon avocat interroger un jury éventuel, mais en fait, il étudie attentivement Madame Clavenger. Il la jauge du coin de l'œil. Moi, pendant ce temps-là, j'ai la gorge aussi sèche que du vieux parchemin et un sacré poids sur l'estomac. C'est que je joue ma tête en ce moment. Et les choses qui n'en finissent pas de traîner en longueur. Ça fait 1 jour et demi maintenant que les avocats s'efforcent de choisir un jury, tranquillement, en prenant tout leur temps. Le juge, un petit bonhomme à la bedaine impressionnante et au crâne chauve comme un œuf, a l'air de somnoler. À moins que ses pensées ne soient en train de s'égarer vers quelque torrent plein de truites. Car il fait bigrement beau en ce jour de printemps. Les hautes fenêtres de la salle d'audience en forme de voûte sont grandes ouvertes et laissent pénétrer une douce brise paresseuse. 1 jour et demi seulement. Et j'ai déjà les nerfs tellement à vif que je me demande si je vais pouvoir supporter ce procès sans me mettre à hurler ou tenter de m'échapper par une des fenêtres. Pour me changer les idées, je tourne la tête une fois de plus vers Madame Clavenger. Elle a largement dépassé la quarantaine et, sanglée dans sa cuirasse de ceinture et de corset, elle me fait penser à un œuf enfermé dans sa coquille. Ses vêtements, ses bijoux, sa coiffure soigneusement apprêtée, tout indique la grosse fortune. Pour le reste, il n'y a pas besoin d'être expert en psychologie. Un simple coup d'œil suffit, cette femme est un monstre d'arrogance et d'égoïsme, incapable de la moindre pitié. De toute évidence, rien d'autre n'importe pour Madame Clavenger, si ce n'est Madame Clavenger elle-même. Elle me jette un regard furtif de ses petits yeux gris aussi froids que l'acier. Pas de doute là-dessus. Elle est de ces femmes qui obtiennent ce qu'elles veulent dans n'importe quel domaine. Sa façon de me regarder me plaît pas, mais semble plaire au district attorney. Un grand type d'allure sportive, au visage rude et aux cheveux blonds taillés en brosse. Tout à fait le genre à impressionner les femmes sur leur tour. Ça fait un moment qu'il a repéré Madame Clavenger comme son principal juré. C'est vers elle qu'il tournera avec chaleur ses doux yeux marrons. C'est à elle qu'il adressera ses remarques si pleines de bon sens, si toutefois elle est finalement choisie. Car pour le district attorney, persuader Madame Clavenger, c'est persuader tout le jury. Après, les autres jurés pourraient aussi bien essayer de déplacer une montagne. Mon avocat vient d'en terminer avec le dossier d'examen à l'un des jurés. « Acceptez, votre honneur », dit-il. Le juge étouffe un bâillement, dodeline de la tête en signe d'assentiment, joue négligemment avec son marteau et libère le juré. Et maintenant, c'est le dossier de Madame Clavenger qui va être examiné. Si j'avais pas les menottes au poignet, je m'accrocherais des 2 mains au bord de ma chaise. Mon avocat, Cyril Abbott, s'approche du banc de la défense. Il est grand, maigre et son visage étroit fait ressortir un long nez collé à la diable comme pour réparer un oubli entre des lèvres pendantes et des yeux étroits. Tout en remuant quelques paperasses, Cyril Abbott s'informe courtoisement. « Comment ça va, t'es là ?» Je hausse les épaules d'un air accablé. « Pas très fort, maître. Pas très fort. » « Détendez-vous, voyons, tout marche bien pour le moment. »
C'est cette Clavenger qui me tracasse. Et elle me tracasse même tellement, Madame Clavenger, qu'à côté de ça, l'existence des témoins m'a l'air d'un détail. Car c'est cette histoire de témoin qui a été pour moi le grand coup de déveine. Le meurtre lui-même m'est apparu comme un simple travail de routine, bien que sortant légèrement de ma spécialité. C'est vrai, c'est la première fois que je me chargeais d'un travail en dehors du syndicat. Je collabore avec le syndicat depuis des années et je me suis habitué à considérer ce travail comme une formalité. Jamais la police ni la justice ne m'ont inquiété. Il faut dire qu'en général, les professionnels du crime sont à l'abri de ce genre de désagréments. On nous confie une tâche, on nous lâche dans quelque ville inconnue et on nous désigne la victime. C'est nous qui choisissons le lieu et l'heure de l'action. Et une fois la besogne accomplie, nous disparaissons de la ville. L'affaire Marc Doty avait l'air simple. Petit escroc sans le sou, à l'air souffreteux, il était arrivé depuis peu et était descendu dans un hôtel de 3e ordre. Pendant 2 jours, j'observe les allées et venues de Doty. Je lui trouve le visage tendu, préoccupé. Dans un sens, il a raison d'être préoccupé. Il ne le serait pas en pareille circonstance. Mais à ce moment-là, il ne sait pas encore ce qu'il attend. J'ai essayé d'aborder cette affaire avec le même détachement que j'apportais à celle du syndicat, sauf que, cette fois-ci, je dois préparer tout seul mes plans, me privant ainsi de la sécurité qu'on éprouve à n'être qu'un rouage de la machine. Au bout de 2 jours, je trouve que la situation est mûre à souhait. En plus, je commence à être nerveux. La solitude ne m'a jamais réussi. Je brûle d'envie de retourner dans ma grande ville, de boire un verre avec les copains, de séduire une fille, ou plusieurs filles. Si j'ai accepté de venir dans ce trou, c'est uniquement pour les $100 000, la somme que vaudrait Marc Doty une fois mort. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Dans les grandes lignes, c'est une affaire semblable à bien d'autres. Aucun lien n'existe entre Doty et moi. Il mourra et moi je disparaîtrai. À la police locale de se débrouiller avec ce crime qui finirait sans doute sous la rubrique affaires classées. Il n'existe peut-être pas de crime parfait, mais les archives de la police regorgent de ces fameuses affaires classées et je dois dire que cette classification me va parfaitement. Je choisis donc mon heure et mon lieu. 2 soirs de suite, Doty quitte son hôtel miteux très tard dans la soirée pour aller dîner dans un bistrot crasseux en bas de la rue. Le pâté de maison est sombre, assez étendu et traversé par une ruelle qui relie l'artère principale à une rue parallèle. Il est toujours prudent de choisir une voie à double issue. La rue parallèle est sale, bordée de boîtes de nuit du genre louche. Bref, l'endroit rêvé pour faire disparaître quelqu'un. La règle d'or dans mon métier, c'est de faire simple. Donc, j'opte pour la simplicité. J'abattrai Doty dans la petite ruelle avec un revolver muni d'un silencieux et non immatriculé. Je jetterai le revolver soigneusement essuyé dans une poubelle. Je marcherai tranquillement jusqu'à la rue aux boîtes de nuit, puis je prendrai le bus pour regagner le bas de la ville. De là, je regagnerai le confortable hôtel où je me suis inscrit sous un faux nom. Ensuite, il ne me resterait plus qu'à prendre un taxi pour l'aéroport et à rentrer chez moi avec $100 000 en poche. Doty sort de son hôtel à l'heure prévue. Tapi au coin de la ruelle, j'écoute ses pas résonner sur le trottoir de la rue obscure. Lorsqu'il arrive à ma hauteur, je l'appelle. « Hé, Doty !» Il s'arrête. « Approche, Doty, j'ai 2 mots à te dire. » Je lui laisse entrevoir le revolver. Il se met à trembler et jette autour de lui des regards désespérés. Je le pousse plus avant d'une 20aine de pas dans la ruelle, tandis qu'il me supplie de lui laisser la vie sauve. La détonation fait un petit bruit de ballon d'enfant qui éclate. Puis les genoux de Doty s'affaissent et il tombe, mort, sur le coup. À première vue, Taylor a agi en tueur professionnel chevronné. Alors comment se fait-il qu'il se retrouve en si fâcheuse position dans une salle de tribunal? C'est ce que vous saurez dans quelques instants.
Max Taylor, tueur à gages expérimenté, a accepté d'éliminer Mark Doty, un petit escroc, en échange de $100 000. Hélas pour lui, il se fait prendre et risque la peine capitale. La décision du jury dépend de celle de l'éventuel premier juré, une certaine Madame Clavenger, riche et arrogante. Et pour Taylor, il est vital de savoir si oui ou non le district attorney acceptera cette femme comme premier juré. C'est à ce moment-là que le témoin a poussé un hurlement prolongé et puissant, comme seul peut en pousser une blonde frisée, pommadée et vêtue avec un faux luxe tapageur. Revenant d'un de ses lieux de plaisir de la rue parallèle, elle a pris ce raccourci par la ruelle avec son amoureux pour rentrer chez elle. Son amoureux, du genre à ne pas se mêler des affaires des autres, tourne les talons sur le champ. La blonde le suit de près, mais je sais qu'elle a vu mon visage. De nouvelles détonations retentissent dans la ruelle. Je vise mal dans l'obscurité et je manque la fille. Dans l'affolement, je me jette presque tout droit dans les bras d'un flic qui, faisant sa ronde, a entendu les hurlements et vient s'informer de la situation au pas de charge. Le flic n'est pas tombé de la dernière pluie. En plus, il est costaud, rapide et armé. Je laisse tomber mon silencieux et lève les mains aussi haut que je peux. Heureusement, j'ai un joli magot de côté et je peux m'assurer les services d'un avocat comme Cyril Abbott. La première fois qu'il vient me voir en prison, il me demande combien j'ai touché. J'ai assez de bon sens pour lui annoncer le chiffre de $50 000. $50 000 qu'il empoche en me disant de ne pas m'inquiéter. Autant me demander de pas respirer. Peut-être est-il assez retors pour jeter un certain discrédit sur la déposition de la blonde. Après tout, la ruelle était sombre et mon visage n'avait été éclairé qu'un instant par les lumières des réverbères. Et puis, tout s'est passé tellement vite. Évidemment, c'est très ennuyeux pour moi, cette histoire de témoin, mais la grande question, c'est tout de même de savoir si, oui ou non, cette arrogante vieille Clavenger va réussir à faire partie du jury. Tiens, justement, le district attorney est en train de la caresser de son beau regard sombre et plein d'amitié, et elle qui sourit de toutes ses rides. Votre nom, madame, s'il vous plaît? Fait le district attorney. Clarissa Benson Clavenger. De nationalité américaine? Bien sûr. Avez-vous des préjugés moraux ou religieux contre la peine de mort qui vous empêcheraient de faire partie du jury dans un procès pouvant entraîner la peine capitale dans cet État? En aucune façon, jeune homme, dit madame Clavenger sur un ton péremptoire. De ma main gauche, je sors maladroitement mon mouchoir de ma poche et m'éponge le visage tout en me remémorant le peu que je sais de madame Clarissa Benson Clavenger. Elle vit ici depuis 20 ans et a épousé l'un des gros pontes de la ville qu'elle a rencontré alors qu'il passait ses vacances en Floride. Mon avocat m'a dit un jour qu'en ce temps-là, c'était une femme d'une beauté insolente. Son mari avait 15 ans de plus qu'elle et était mort 3 ans auparavant dans une clinique privée après une longue maladie, comme on dit. Le district attorney lui adresse un sourire plein d'égards comme pour s'excuser en silence de devoir faire subir à une femme de son rang la stupide routine de l'interrogatoire. Avez-vous quelque idée bien arrêtée sur l'affaire, madame Clavenger? Aucune. Connaissez-vous l'inculpé, Max Taylor? Elle baisse les yeux avec une expression de souverain mépris. Non, à peine. Je sais que ces questions sont fastidieuses, madame Clavenger, mais elles sont indispensables. Mais je comprends très bien. Continuez, jeune homme, je vous en prie. Non, je pense que c'est inutile, dit le district attorney. Puis, se tournant vers le juge, « Votre honneur, nous acceptons le juré. » Le juge fait un vague signe d'assentiment. « L'avocat de la défense peut interroger le juré. » Cyril Abbott s'approche de la barre de son pas traînant. Il s'arrête, se gratte le sommet du crâne et dit «
Votre honneur, je crois que le district attorney a posé des questions essentielles. Je ne vois aucune raison de refuser ce juré. Accepté par la défense. Je m'affaisse sur ma chaise et libère enfin mes poumons d'un souffle trop longtemps contenu. Abbott se tourne vers moi et je suis sûr qu'il réprime l'envie de me faire un clin d'œil. Pendant une seconde, je regrette presque de l'avoir roulé, de ne pas lui avoir donné la somme entière. C'est vrai, quoi. Il ne les aurait pas volés, mes $100 000. Et Madame Clavenger, elle aussi, me regarde. Ou du moins, me jette-t-elle un de ces coups d'œil furtifs, mais qui en disent si long. Cette chère Madame Clavenger. Au fond, nos deux existences se seront croisées avec une brièveté rare si l'on songe à l'impact de cette rencontre sur nos deux vies. J'ignore presque tout d'elle, elle ignore presque tout de moi. Je sais simplement qu'elle a épousé le vieux Clavenger alors qu'il faisait un voyage d'agrément sous les tropiques. En revanche, je n'ai pas la moindre idée de ce que Dottie a bien pu découvrir sur elle quand il a soudain surgi de son passé. Mais ça devait être bigrement important, puisqu'elle n'a pas hésité à dépenser une petite fortune pour s'attacher les services d'un homme digne de confiance, en l'occurrence moi, pour se débarrasser de ce fameux Dottie. Il est probable que je ne saurai jamais rien de tout ça. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il ne lui reste plus qu'une chose à faire si elle veut éviter que je me mette à table. Et comme Madame Clavenger est une femme de tête, Dieu sait si elle l'a prouvé jusqu'ici, je sais aussi que ce soir je vais, pour la première fois depuis un bon moment, dormir en paix. Pour l'instant, je m'efforce surtout de m'empêcher d'éclater de rire, car je vois déjà d'ici la tête de mes copains quand je leur raconterai comment on m'a jugé avec mon propre commanditaire faisant partie du jury. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.